Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Ciné, Séries et compagnie qui mêle, comme chaque semaine, les écrans et les genres avec, au programme de ce numéro, du fantastique, de la BD, de la littérature et du vocabulaire. Dans la super interview, j'irai prendre des nouvelles de Daniel Radcliffe. Dans son nouveau rôle à l'écran, l'interprète d'Harry Potter se voit pousser des cornes sur la tête. Le film s'appelle Horns, il est diaboliquement décalé et il est signé par le français Alexandre Aja. Rencontre avec un duo amateur d'expérience et de cinéma de genre. Dans le détail qui tue, Charlotte vous fait la leçon de vocabulaire, bien entendu. Le jargon des séries n'aura ainsi plus aucun secret pour vous. L'héroïne de l'extra interview est très discrète à la télévision. Elle fait pourtant partie des 5 Français les plus lus dans le monde. Françoise Bourdin confie à Stéphane ses envies de cinéma et de séries. Enfin, dans le screen parfait, Charlotte se fait plaisir en allant voir Julien Nil, l'auteur de la célèbre BD Lou, qui l'adapte à l'écran. Au programme, une leçon de mise en scène avec des étoiles dans les yeux. Mais tout de suite, Isabelle Claire ne garde que le meilleur du petit et du grand écran. Si c'est une heure, alors là c'est une autre chose. Ça, c'est l'image forte de la semaine pour ceux qui auraient loupé sa sortie en salle. Il a des dreadlocks, un sourcil bizarre, des tatouages et des yeux rouges. Il n'est pas dans un film de Nakache et Toledano. Oui, c'est Omar Sy à total contre-emploi dans le dernier X-Men, de loin le meilleur de la saga Marvel. Bon, en vrai, on ne le voit que 10 minutes, mais il est charismatique, le film est très maîtrisé, beaucoup d'humour, des effets spéciaux dingues, bref, un chef-d'œuvre dans le genre. Aux côtés d'Omar Sy, la crème des tapis rouges, Jennifer Lawrence, Hugh Jackman, Ellen Page, Michael Fassbender et tant d'autres. Et voilà notre petit chouchou Omar à nous sur la route de Hollywood. Oh, ça m'émeut, tiens. My father was a great man. A hero, so they say. Sometimes the world doesn't need another hero. Sometimes what it needs is a monster. La bonne nouvelle de la semaine, c'est ce tout premier préquel à l'histoire de Dracula, personnage inventé par Bram Stoker il y a presque 120 ans dans un certain roman gothique. And what's exciting about this film is that we're not telling the Dracula story. We're telling the origin story of that character. And we're dealing with the historical character of Vlad Tepes, which is something that's not been done before. Entre histoire et mythologie, on retrouve Art Parkinson de Game of Thrones qui joue le fils de Sarah Gadon et de Luke Evans, alias Dracula, celui qui a vendu son âme au diable pour sauver sa famille et son peuple. Drink Dracula. Et depuis, faut pas l'énerver. Never forget who I am. Ah, passer du côté obscur avec Luke Evans, tout un programme. Le coup de génie de la semaine est un coup de marketing et ressemble à ça. Un film? Une nouvelle série? Eh bien non, ce sont des livres. Cette nouvelle maison d'édition française, petite sœur de Sonatine, nous promet des fictions féroces et drôles, aussi riches que des séries, avec des héros geeks et classe à la fois, un peu comme si le monde de Bret Easton Ellis et de J.J. Abrams se tripotait sur le canapé de Friends pour accoucher de polars bien noirs. Ça promet. La séance de rattrapage cette semaine, c'est Hilary Swank dans The Homesman de et avec l'immense Tommy Lee Jones. Are you an angel? Help me. It's wonderful to work with Hilary Swank. She's always prepared, she's always happy and very creative, reads the script thoroughly and understands it and is always ready to go at the very beginning of every single day. It's a joy to know Hilary Swank. Et oui, surtout qu'elle était une des favorites pour le prix d'interprétation à Cannes en mai dernier. Un western sensible, des paysages transcendés par la caméra, un scénario ambitieux et une belle leçon d'insulte à retenir en cas de coup dur. But I'll tell you what, you are the worst bunch of lying, thieving, piss-ass sons of bitches I'll ever run into. You turn your back on these poor women, you'll answer for it for the rest of your lives. You won't sleep. You'll choke on your whiskey and on your water. The food you eat will block up your bowels. You'll die of your own shit. Ne bougez pas, dans quelques instants, un bon coup de vieux avec les 35 ans d'Alien et autres surprises.
talking to me? Aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de rencontrer deux garçons vraiment talentueux. Daniel Radcliffe, connu dans le monde entier pour avoir interprété Harry Potter au cinéma, et le réalisateur Alexandre Aja, qui fait flipper les spectateurs des deux côtés de l'Atlantique avec ses films d'horreur, Haute Tension ou Piranha 3D, pour ne citer que. Dans Horns, Daniel Radcliffe est un jeune homme accusé du meurtre de sa petite amie et qui se réveille un matin avec des cornes sur la tête. Des cornes qui déclenchent chez ceux qui peuvent les voir l'envie incontrôlable d'avouer leurs plus noires pensées. Et moi, ce que j'ai eu envie de savoir, c'est pourquoi Alexandre Aja et Daniel Radcliffe ont une telle attirance pour les histoires un peu dingues. Trouveraient-ils la vie trop fade? I'm gonna love you for the rest of my life. Just love me for the rest of mine. Please, you have to believe me. I loved her. What does it feel like to get away with murder? God to save your soul. I should ask the devil to punish whoever killed her. You know, you don't have to convince me. I believe you. Why are you protecting me? Because if I did anything to her, then I'm a monster. I was wondering how you felt on the first day of acting with the two Horns. Was it disturbing or did it help with the character? No, it kind of helped immediately. And also on that first day, we were doing a scene where my character was like, the horns were causing him quite a lot of pain. Because it was the first day and we were still working out how to do them and how they fit on my head, it was like really uncomfortable on one side and it was like pressing on my temple in like a really hard way. But and so it was kind of perfect for that scene. And then after that we sorted out that problem, so it was never like, it wasn't a painful thing again. And they were just awesome. Like they were kind of yeah, they were kind of empowering, I guess, because you just like have horns on your head. So people, and actually I think that's what I was worried about, was that they would look somehow like silly or, and actually like they looked really cool. That's what I was like, I was kind of looking at them just going like, oh, I would wear these around. This is great. So, what brings you in here this morning? Well, can you see anything that might be wrong with me? You mean, besides your horns? Well, no, that's exactly what I mean. So you can see them. Well, shouldn't you both be shocked or something? I think if I saw someone with horns, I'd piss down my leg. Well, they're kind of hard to remember. I mean, every time I look away from you for a second, I kind of forget that you even have them. When something crazy happens, like I grow horns, you want people to react to that like they would in real life. Like you'd freak out, like you'd be shouting and screaming, and not like in a film where people kind of go, oh, I got horns now. And so we wanted to like do justice to the craziness of the situation, but also keep it grounded and real so it's not just crazy the whole time. You know how I think we should proceed? How? I think I should grind me up some OxyContin and have a little snort. I mean, I'd share. We could get fucked up together. No, please, can you just focus on my problem for a second? Okay, I'm gonna try. Striking the balance between those tones was, I guess, the challenge, but that's what Alex Aja is brilliant for. Pour moi, Harry Potter, c'était la seule référence que j'avais pour Daniel. Donc je le rencontre et je me rends compte dans ce premier rendez-vous qu'il est quelqu'un de très très proche du personnage de Hans, qu'il a ce côté romantique, mais pas dans le sens naïf, fleur bleue du terme, le côté un petit peu philosophique, absolu. Il vit chaque chose d'une manière complètement absolue. Et je sais à ce moment-là qu'il est le personnage. Everyone in this town is going crazy. I think it's because of me and these horns. You killed that innocent girl. Now the devil has claimed you. He didn't kill her father, and now people are telling me all these things I don't want to hear. I'm so bad. I'm bad. I'm pretty enough to be on TV, right? Pour moi, Hans, c'est une évolution de mon travail. C'est pas un film d'horreur. Donc on va dans un thriller avec une grande part de comédie noire. Donc c'est très différent. Pour lui aussi, c'est très différent. Mais en même temps, ça s'inscrit dans une continuité d'Harry Potter. Donc il y a quelque chose d'assez similaire des deux côtés, où finalement on a envie d'évoluer, on a envie d'essayer des choses nouvelles à chaque fois, tout en acceptant et tout en gardant évidemment une reconnaissance pour ce qu'on a fait avant. Everyone in this town is going fucking crazy. Oh, town's always been crazy. No, but I think it's because of me and these goddamn horns. Yeah. Wait, what? The horns? These horns? What are you talking about? Wait, can't you see them?
talking about Horns, also The Woman in Black, and this amazing series, A Young Doctor's Notebook, you really seem attracted by both crazy and dark stuff. Maybe you fear to be bored? Kind of defined it really well. It's a fear of being bored. Like, it's, I'm at a stage in my career where I don't have to do the same things all the time. You know, I can make weird, crazy movies at the moment. Sometime in my career, I might have to just be doing the only things I'm offered. And you know, that might be just, I don't know, playing some very predictable part again and again and again. Right, Felcher, tell me what's going on. Since the fall of the Tsar, Mother Russia has been at war with herself. Yes, I am aware of this stupid revolution. But it's kind of crazy stuff. In the Doctor Notebook, where you play a character both addicted to morphine, which is really dark, and who spend his time cutting legs of a little girl, or doing as a doctor, horrible by the stuff. way, like as I say, as a doctor, course, yeah. of course. But it's funny, right? Yeah, like that it's amputation really funny. scene. The amputation scene is one of the. Like, it shouldn't, nothing about that should be funny, and yet it's made darkly comic by the, you know, I am always of the firm belief that if you joke about anything in the right way and find the clever enough version of a joke, you know, anything can be made funny. Keep up the good fight, Connors! We'll have you back on your foot in no time. And I was a huge fan of that book as well, A Country Doctor's Notebook by Bulgakov. So when I heard they were making it, I was just like, I couldn't believe it. Because I knew, I was like, that's such a weird idea for a series. I can't be the man you want me to be. I don't want love. I don't want forgiveness. I just want morphine. I don't remember it like this at all. You're a big fan of Bulgakov. Yes, yeah. Master and Margarita, and is my favorite book of all time. It's the way he writes, even though it's very naturalistic in style. His imagination, the way it comes through, is so vivid and fun. Like Horns, actually, because I consider Horns magical realism, because everything's very grounded apart from one crazy thing that's happening in the middle of it. Admit you killed her. It'd be such a huge scoop for me. I got an idea. How about you guys beat the heck out of each other, and the winner gets an exclusive interview with me? Did you have some common references with Alexandre Aja, except being both fan of the book? Yes, I mean, well, actually, one of the first things we talked about was Master and Margarita. We talked about that at my first meeting with him, because I was saying I started talking about the devil as a character in literature and pop culture, and how it's, because I was just like trying to impress him. I was like trying to sound as smart as I possibly could, like, and talking about all this stuff, and what did we talk about? Paradise Lost, and kind of loads of just, and like also songs like, you know, Sympathy for the Devil, and stuff like that, and just as many references, because there's a reason. He's become a weirdly charismatic character, and so I think we definitely felt that in this film we're sort of building on that tradition. Daniel Radcliffe n'a pas fini de jouer avec les codes du fantastique. On le retrouvera l'année prochaine à l'affiche d'une nouvelle adaptation à l'écran de Frankenstein. Where's that snake going around your neck? Made a new friend. Are those horns? Damn right, they're horns. Comme régulièrement dans Le Détail qui tue, nous enrichissons votre vocabulaire avec de nouveaux mots savants. Anthologie. Série dont les épisodes ou les saisons sont totalement indépendants. L'anthologie est le format parfait pour ceux qui aiment les séries mais n'ont pas la patience de les suivre pendant des années. Prenez American Horror Story par exemple. Chaque saison de ce cauchemar en 12 épisodes traite d'un thème différent, comme une maison hantée, une école de sorcières ou un freak show. Le patron de la série, Ryan Murphy, a néanmoins décidé de conserver les mêmes comédiens d'une année sur l'autre. A l'inverse, True Detective, qui est aussi une anthologie, partira sur une nouvelle base. Nouveau décor, nouvelle intrigue, nouveau cast, c'est une bonne manière de s'offrir de grosses stars de cinéma qui n'auraient pas signé sur plusieurs années. Alors l'année prochaine, on dira au revoir à Woody Harrelson et Matthew McConaughey, et on accueillera Colin Farrell, Vince Vaughn et Rachel McAdams.
Donc là, nous vous parlons d'anthologie en saison, mais il y a quelques décennies, la mode était aux anthologies par épisode. Les Contes de la Crypte, La 4e Dimension ou Alfred Hitchcock Présente regroupaient des épisodes uniques partageant un thème comme l'horreur ou la science-fiction. Ce format a été délaissé depuis, mais ne nous demandez pas pourquoi, on n'en sait rien. 4e mur, frontière virtuelle entre la série et le téléspectateur. Au théâtre, on appelle 4e mur le mur imaginaire situé sur le devant de la scène séparant le public des comédiens. Eh bien en télé, on dit que les comédiens cassent le 4e mur lorsque le personnage ignore ce mur imaginaire et s'adresse directement au spectateur. I can either stir up a shitstorm of epic proportions over this, or I can just sit back and smile and nod. C'est notamment le cas de Marty Kahn, incarné par Don Cheadle dans House of Lies, mais aussi de Jim Profit, qui le faisait déjà en 96, de Frank Underwood dans House of Cards et du petit Malcolm. Caméo. Apparition furtive d'un guest dans une série. Look, Dustin Moskovitz, Elon Musk, Eric Schmidt, whatever the fuck the guy's name is who created Fotrio. Le mot caméo vient du théâtre italien du 19e siècle pour qualifier l'apparition rapide d'une célébrité sur scène. Dans les séries aussi, les guest stars peuvent s'installer sur plusieurs épisodes ou ne faire qu'un passage éclair. C'est le cas de la star de rock américaine Kid Rock, habituée à se produire dans des stades bondés, qui a accepté de se ridiculiser dans l'excellente Silicon Valley. Là, il y avait moins de monde. Yeah! Somebody make some motherfucking noise in here! Fuck these people. Voilà, grâce aux Dico séries, vous allez pouvoir frimer en soirée. Ne nous remerciez pas, c'est cadeau. L'extra-interview aujourd'hui est placée sous le signe de la féminité, ascendant rareté. Elle est romancière et fait partie des 4 plus grands auteurs, aux côtés de Lévy, Musso et Catherine Pancol, à vendre le plus grand nombre de livres en France. Attention, cette femme est une serial best-selleuse. Et oui, imaginez-vous, elle a déjà écoulé près de 9 millions d'exemplaires en 20 ans de carrière. Ouais. Ça flèche trop. Une écriture sans artifice et des histoires qui aimantent le grand public. Ce qui intéresse l'homme sera toujours l'homme, en définitive. Comme Guillaume Musso et Marc Lévy, elle cultive une certaine discrétion, ce qui fait de sa parole un plaisir rare et constitue un événement. À l'occasion de la sortie de son 35e livre, nous l'avons convaincue de passer un petit moment avec nous pour savoir quel lien elle entretenait entre la page et l'image. Rencontre avec Françoise Bourdin. Bonjour Françoise. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Françoise Bourdin, comment le cinéma a participé de votre éducation? Alors, j'ai énormément séché les cours du lycée. Et avec ma sœur, il y avait un cinéma qu'on appelait un cinéma permanent sur les Champs-Élysées, qui commençait à midi, la première séance, et on pouvait rester là tout l'après-midi, revoir 3 fois, 4 fois le film. Je me souviens, Autant en emporte le vent, que j'ai vu, que j'ai revu, qui parlait complètement pour moi, parce que voilà, franchement, Scarlett et son domaine Tara qu'elle veut sauver à tout prix, malgré la guerre de sécession, malgré tout ce qui se passe autour. Et le décor, parce que pour moi, c'est important. Le cinéma, il faut qu'il y ait des images, il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'on me raconte une histoire pleine de péripéties. Donc, ça a été un vrai coup de cœur qui m'a amenée au cinéma. Vos parents étaient des chanteurs lyriques, alors on se dit que vous avez un goût particulier pour la musique au cinéma. Ah oui, la musique au cinéma, c'est essentiel pour moi. D'ailleurs, quand je pense à certains films, c'est la musique qui me revient. Je pense que la musique ajoute tellement d'émotions que moi, en tant qu'auteur de roman, je déplore de n'avoir que les mots et de ne pas pouvoir y ajouter la musique. Un réalisateur, c'est trop chouette son univers. Il a l'interprétation de ses acteurs, il a le paysage et il a la musique. Il a tout. Moi, j'ai vraiment que mon stylo. Mais si on vous donne une musique de film, vous pourriez écrire un roman dessus? Ah oui. Ah oui, oui, je suis sûre. Bon. Ah, la musique évoque des images. Ah oui. On a rencontré récemment James Ellroy qui nous disait dormir,
et au-dessus de lui, il avait mis l'affiche d'un film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique. Alors, est-ce que vous avez une affiche ou est-ce que vous avez eu une affiche de cinéma dans votre chambre? Moi, si j'avais une affiche de film, j'aurais Roselyne et les lions. De Jean-Jacques Benex? Oui, j'ai une grande passion pour les fauves. Ce film, ce road movie extraordinaire m'a beaucoup marqué. Et je pense que l'affiche de Roselyne et les lions, je l'aurais volontiers au-dessus de mon lit. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a marqué en vous? Il y a dans ce film beaucoup de désespoir, beaucoup de danger, une espèce de pari fou, parce que finalement, ils font ça comme ils auraient fait autre chose. Ils font ça, c'est tout, parce qu'il faut bien qu'ils gagnent de l'argent, et qu'il y a ce rapport aux fauves, qu'il y a... Je sais pas, ce film reste une espèce de bulle, pour moi, dans laquelle je suis rentrée avec une facilité, comme dans une bulle de savon. Françoise Bourdin, je me suis dit, il y a des Françoises au cinéma. Alors, quelle Françoise de cinéma vous aimeriez être? Alors, je vous propose Françoise d'Orléac, dans La peau douce, de François Truffaut, par exemple. Je vous propose Françoise Arnoux, La passion charnelle du fruit défendu d'Henri Verneuil. Ça, c'est un souvenir de cinéma. Ou je vous propose Françoise Fabian, dans un film de Louis Buñuel, Belle de jour. Quelle Françoise vous seriez? Françoise Fabian. Oui? Oui, c'est évidemment mon choix. Je l'ai toujours trouvée formidable. À chaque fois, elle m'émeut. Je trouve que c'est une comédienne qui a un potentiel d'émotion à transmettre assez formidable. En plus, elle est très féminine et on la sent quand même très déterminée. Donc, elle me plaît bien. Très bien. Je voulais vous offrir un film. Regardez et vous allez me dire si vous connaissez cet univers. T'es content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe? T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. J'ai jamais dit ça. Tu n'as pas de cœur. Pourquoi tu veux pas essayer? Tu dois pas te laisser faire. Faut y aller. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end. Ce que je vois de cette bande-annonce du film des frères Dardenne, c'est quelque chose de crucial en ce moment. C'est les gens qui perdent leur travail, les gens qui pensent qu'ils vont sombrer, et qui vont basculer, que la pente, elle est savonneuse et elle est rapide. Ça peut beaucoup m'émouvoir, oui. Vous avez été scénariste pour la télévision, jamais pour le cinéma. Pourquoi? Ah, bah, hélas, 3 fois hélas, parce que ce sont des mondes qui sont étanches. On ne peut pas passer du monde de la télévision au monde du cinéma. Presque, je dirais, une fois qu'on est marqué par le monde de la télévision, ça devient impossible. Le cinéma, c'est à part. Le cinéma, c'est, je ne sais pas, c'est plus créateur, c'est plus artiste, c'est plus différent. noble. C'est bien sûr, c'est plus noble. Aujourd'hui, l'écriture des séries a renouvelé la fiction à la télévision. Donc, oui. La première question, c'est est-ce que vous êtes cliente des séries télé? Alors, oui, je suis cliente des séries télé et à mon grand regret, je ne suis pas très cliente des séries françaises que je trouve assez peu abouties. Moi, j'ai vu quelques images d'une série française se passant dans le monde de l'hôpital avec Francis Huster. Franchement, à côté d'Urgence ou de Grey's Anatomy, c'est consternant, de mièvrerie. Les Américains ont des séries exceptionnelles, mais tout le monde, même les Anglais, les Allemands. Downton Abbey. Je suis tombée amoureuse de la série Downton Abbey. On aurait très bien pu faire une série comme ça, nous. On a tout ce qu'il faut pour ça. Des histoires partant au début du siècle dernier et s'étalant comme ça sur un siècle, dans une très belle propriété de famille. On avait ça chez nous. Mais bon, peut-être on ne sait pas le faire, on ne veut pas le faire, on est trop bien pensant. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à se moquer de nous-mêmes et on n'y parvient pas et c'est dommage. Qu'est-ce qu'elles disent, ces séries de notre époque? Elles disent rien. C'est ça qui est terrible. La série française, elle dit rien. Elle dit ce que les producteurs pensent que veut entendre le téléspectateur. Ça, c'est une démarche totalement perverse. Elle devrait être le miroir au bord du chemin de la réalité, de la vraie vie des gens. Et alors, des séries américaines, qu'est-ce qu'elles disent de notre époque? Est-ce qu'elles sont, elles, plus justes? Je crois qu'elles sont par justes. rapport à la réalité? Oui, elles arrivent à se moquer de certains trucs, à prendre de plein fouet les institutions. Regardez, dans leurs séries comme Urgence, ils passent leur temps à dire eh ben, c'est dégueulasse, les gens, ils n'ont pas les moyens, vous n'avez pas de couverture sociale, comment on va faire, comment on va se débrouiller? Oui, ils dénoncent des trucs, oui. Je crois qu'il faut se rapprocher de la réalité. Je crois que les gens doivent pouvoir s'identifier quand ils regardent une série et se dire « Ah ouais, ça pourrait être mon histoire, ça pourrait être celle du voisin. » Mais Françoise, ça ne vous dérange pas, par exemple, dans Breaking Bad, de faire d'un professeur de chimie un dealer de crack qui va sauver sa famille? Et alors, qu'est-ce qui s'y oppose? Ça ne me dérange pas du tout. Ça vous intéresse? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que ça peut être vrai. Ouais. On ne va pas me dire « C'est le brave mec qui a toujours été comme ça. Ah non, il ne ferait pas le moindre faux pas. » Non. Ça intéresse qui? Il n'y a plus de gens comme ça.
Si je vous demande quel serait le meilleur metteur en scène pour adapter l'un de vos romans? Je vais vous faire une réponse qui peut-être vous étonnera, mais eh bien, c'est la personne qui a adapté mon premier roman. Attendez. Je devine, c'est une femme? Oui. Elle s'appelle José Dayan. Absolument. Et pourquoi c'est la meilleure, alors qu'il y a plein de metteurs au masculin ou au féminin? Tout à fait. Et il y a certainement de cinéma. Largement d'aussi bons réalisateurs qu'elle. Mais elle, je sais qu'elle a un vrai univers. Je sais qu'elle a une caméra dans la tête et que mes univers à moi lui plaisent bien. Donc je me dis, on pourrait peut-être se retrouver un jour sur un projet de cinéma parce que je sais qu'elle le ferait comme j'ai envie qu'on le fasse. J'adore, merci. J'ai envie de vous embrasser. Merci. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Charlotte a rendez-vous avec Julien Nil. Il adapte sa célèbre BD Lou au cinéma et c'est l'occasion d'une leçon de mise en scène très touchante, vous allez le voir. Mais tout de suite, c'est la suite et la fin de la sélection indispensable d'Isabelle Claire. Elle n'a gardé que le meilleur du petit et du grand écran. Ah, si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes, sir. La femme de la semaine, c'est elle. Sigourney Weaver, cultissime Ellen Ripley dans la saga Alien qui fête ses 35 ans cette année. Oui, ça fait mal. It was a very innovative movie, and I think that's another reason why it holds up, is that people don't know how it was shot, where they were shooting from. It's a very intimate, unsettling experience to watch the movie, and it's because it was all handheld in a time when things weren't handheld, and so it feels very modern. Les 4 films et d'autres surprises pour ce bel hommage au plasticien Hans-Rudi Giger, papa spirituel de la créature, est décédé au printemps dernier. Alors d'accord, dans l'espace, personne ne vous entendra crier de trouille devant le 8e passager, mais devant votre home cinéma, lâchez-vous. Les coulisses de la semaine sont celles du musée Gaumont de Neuilly-sur-Seine. Car Gaumont, 120 ans, soit la plus vieille société cinématographique au monde, se devait d'avoir un musée, ne serait-ce que pour admirer le slip de bain d'OSS 117, l'épée de Jeanne ou les lunettes de Léon. Ouvert en 1989, il rassemble des milliers d'affiches, d'objets de cinéma et de films comme ce petit bijou du siècle dernier. C'est beau, hein? Vous voulez y aller? Eh ben, c'est réservé aux pros. Il faudra attendre les prochaines journées du patrimoine. Une série historique, une guerre peu traitée en images, c'est le coup de cœur de la semaine qui va droit à Combatientes, une série en 13 épisodes consacrée à la guerre des Malouines qui opposa l'Argentine au Royaume-Uni en 82. Sí, necesito ver a los demás. Está equivocado. El enemigo desembarcó en San Carlos y se está consolidando. Cambio. Recibido, Torre. Cambio y fuera. ¡Vamos, señorita! ¡Que tenemos mucho trabajo que hacer! Présentée à Sérimania l'an dernier et véritable événement en Argentine, cette série sur des hommes devenus soldats plus que sur la guerre est superbement interprétée et sonne très juste, notamment grâce aux témoignages de combattants recueillis en amont par le réalisateur. Le premier rendez-vous de la semaine, c'est le 19e festival que Toulouse consacre au cinéma espagnol. Le meilleur de la production ibérique. Un clin d'œil à l'immense Carmen Amaya, danseuse et actrice. Et un hommage à Lola Dueñas qui présentera 3 films sur place le 10 octobre. Olé! I like people who are in time. On time. Deutschland. Deuxième rendez-vous, notez bien le prochain festival du film allemand à Paris. Lumière sur la Berlinale et autres avant-premières. Et le très troublant Phoenix de Christian Petzold en ouverture avec son actrice fétiche Nina Hoss. Ich gib's gar nicht mehr. Erkennst du mich?
Et enfin, troisième rendez-vous, le Festival international de Saint-Jean-de-Luz qui a pour vocation de suivre les jeunes réalisateurs dans leur première ou leur seconde réalisation de fiction. Présidé par Xavier Beauvois et un jury qui donne envie, 8 courts et 10 longs métrages dont le film du Britannique est né en Franciane de Manche. Prix du jury au Festival de Beaune cette année. Where is he? Tell me! Where's the soldier? Je vous interromps brièvement. Une arrivée en cours d'année, mademoiselle Perrin. Sarah. Et surtout le très attendu Respire de Mélanie Laurent qui a reçu une standing ovation à la Semaine de la critique de Cannes. Très belle programmation pour ce festival donc et tout le meilleur à venir. Ciao ciao. Ciao ciao. Chaque semaine dans le Screen Parfait, des réalisateurs nous confient leurs petits secrets de fabrication. Aujourd'hui, nous sommes allés rencontrer l'auteur de BD Julien Nil qui nous parle de l'adaptation au cinéma de son adorable héroïne Lou. C'est sa première expérience en tant que réalisateur et pour rien au monde, il n'aurait laissé quelqu'un d'autre s'occuper de ce projet de cœur. Alors comment passe-t-on de la petite case au grand écran? Il nous raconte. J'ai lu, j'ai regardé des classiques, j'ai analysé les choses que j'aimais bien chez les cinéastes qui me plaisaient bien. Depuis tout petit, Julien Nil aime raconter des histoires. Il faut dire que sa mère est romancière et que son père fait de la bande dessinée. Enfant, Julien peint, dessine, écrit des petits scénarios, apprend les techniques de la BD et de l'animation dans son coin en autodidacte. Après quelques courts-métrages et jeux vidéo en 2004, il dessine une petite fille vive, drôle et touchante, Lou. Lou a 12 ans, un père parti à sa naissance et une maman lunaire et rigolote. Le succès est immédiat. 10 ans plus tard et après un demi-million d'exemplaires vendus, le cinéma fait les yeux doux à Lou. En bon papa poule, Julien Nil décide de passer derrière la caméra et d'enfiler la casquette de réalisateur. Après des années à dessiner en solitaire, il découvre la magie du travail en équipe, grâce à laquelle il peut donner vie à l'univers riche et féerique de Lou. Un gros challenge pour lequel Julien Nil a dû réviser ses classiques, dont le maître Alfred Hitchcock. Hitchcock, quelque part, c'est commergé, c'est l'espèce de truc, c'est super pratique pour apprendre le cinéma et tout ça, parce que c'est tellement parfait, tellement lisible, et tellement carré, et tellement... oui, c'est d'une évidence, c'est universel, ça vieillit pas, c'est vraiment le langage, pour moi, le plus classique. En même temps expérimental, et c'est hyper riche d'enseignements. Une fois les bases classiques acquises, c'est chez le réalisateur atypique Quentin Dupieux que Julien Nil a saisi l'art du décalage. C'est le sourd qui c'est comme d'habitude. Dupieux est assez classique aussi dans sa façon de filmer. C'est juste que sur les histoires qu'il raconte, il va éviter les clichés narratifs des enjeux et des choses comme ça. Et on va être dans quelque chose d'autre. Mais moi, dans ce que fait Dupieux, il y a... Au-delà de l'image que je trouve généralement effectivement juste très, très jolie, très bien léchée, etc., il y a aussi un côté bizarre, irrationnel chez les personnages, un côté déstabilisant, un truc où moi j'aime bien quand les films posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Excuse-moi, c'est ma mère. T'as une maman? J'adore les mamans. Enfin, je veux dire, ça me ferait super plaisir de faire sa connaissance. Non, mais je comptais pas spécialement de la présenter. Si, attends. Richard. Bonjour madame, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Pardon, je m'appelle Richard, je suis le voisin de votre fille, Quand on me dit Nathalie Baye a lu le scénario, elle accepte de jouer la grand-mère de Lou, et donc elle veut te rencontrer et tout, mais tu flippes complètement, quoi. Et effectivement, tu rencontres une dame adorable, super gentille, souriante et tout, machin et tout, et puis vient le jour où tu dois lui faire essayer le costume de la grand-mère de Lou, et qui est une espèce de croisement entre Thatcher et Maggie, enfin le truc. Et d'un côté, tu as l'image mentale de Nathalie Baye, et d'un côté, tu as le portant avec la perruque et tout ça. Tu te dis, mon Dieu, il va falloir que... Et puis, effectivement, voilà, c'est là où c'est un jeu, un déguisement et un métier, c'est qu'elle sort de là en rigolant et tout ça. Et donc, là, t'es là, c'est cool, quoi. C'est magique, et d'un coup, c'est mon personnage.
j'angoissais un petit peu à l'idée du tournage, la direction d'acteur, et ça en fait ça s'est super bien passé, c'est ce que j'ai préféré en fait, c'est le tournage. Vous me faites peur. Le film a été produit entre autres par Move Movie, qui est le producteur historique de Cédric Clapiche. Et donc, au tout début, j'avais dit au producteur que je flippais et tout ça. Et très gentiment, Cédric m'avait proposé de venir à un stage de direction d'acteur qu'il animait. Et donc, j'ai assisté ça, j'étais à l'arrière du truc, et puis je l'entendais parler à des jeunes comédiens et les diriger. Et en fait, Cédric, il est vraiment d'une grande gentillesse, une grande simplicité. Et j'ai été frappé par le truc, mais dire, oui, en fait, c'est simple, c'est du bon sens. Voilà. Ouais. Et surtout, moi, je suis bluffé par le travail des comédiens. Moi, c'est comme un magicien, quoi. C'était vraiment le truc. Ah, tu fais semblant et tu fais super bien semblant d'être quelqu'un d'autre. Même à être un peu déstabilisé par ces gens qui arrivent à te mentir, mais clac, comme ça, super facilement, et à revenir dans le réel. Et à chaque fois, ça marche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis là, je me fais avoir. C'est comme le chien à qui tu lances une balle et tout ça. Ça marche, quoi, vraiment. Tu fais quoi? Bah, j'essaie ce truc de fille sur les doigts, là. Ça te plaît? C'est trop cool. Enfin, j'hallucine un peu, c'est pas vraiment ton genre de faire. Tout l'univers de Lou a été recréé en studio grâce au talent de Sylvie Olivet, la chef déco de Populaire et des émotifs anonymes. L'appartement, en fait, il est dans un hangar, et donc c'est autour d'un énorme bloc avec tous les murs sont amovibles. Et justement, c'est quelque chose que j'avais vraiment voulu, c'est-à-dire que si jamais tu voulais avoir ce truc, ce foisonnement dans un appartement qui était tout petit, il fallait tricher en fait pour avoir des cadres intéressants. Donc on a fait un travail avec Sylvie Olivet, la chef déco, qui était terrible, de concevoir tout notre petit monde vraiment comme un truc modulaire où tous les murs pouvaient en permanence se barrer, se construire, se mettre sur les côtés, etc. Enfin, c'était très dessiné à la base. Travaillé avec de très bons copains à moi, Home, qui a fait tous les logos, la moindre enseigne, le moindre tube de dentifrice, tout est entièrement recréé de A à Z. Les moindres pochettes de disques, de livres et tout, c'est un copain à moi, Jean-Luc, qui a tout créé. Donc, toute l'idée, c'était d'imaginer une espèce de monde. Pour moi, c'est vraiment une espèce d'univers parallèle au nôtre. Des fois, le ciel est complètement blanc. Et d'ici, j'aime bien. J'ai l'impression d'être sur le pont d'une caravelle. Le décor, c'était de travailler sur la monstruosité de la ville et comment cette monstruosité se transformait en quelque chose qu'on pouvait identifier comme étant quelque chose d'agréable. C'est pas du tout un décor pour faire beau, je supporte pas l'esthétisme. Alors? Il arrose sa petite plante verte. Super. C'est au service des personnages et de la narration. Vous avez découvert des choses de vous en ayant cette nouvelle casquette? Exactement, je suis très fier de moi en fait. Non mais c'est bien. Non mais c'est vrai. Si je fais de la bande dessinée, c'est une facilité pour se refermer sur soi-même, pour faire un truc où t'es très intérieur, t'es dans ton monde et tu parles à personne, etc. Là, voilà, j'ai appris à travailler avec d'autres gens et j'ai découvert que vraiment c'était juste une histoire de s'ouvrir et qu'une fois que tu faisais la démarche et tout, c'était pas du tout une galère et qu'au contraire c'était fabuleux. Julien Nil a été tellement émerveillé par le tournage de son premier film qu'il a voulu nous faire partager son bonheur dans un livre making-of, Lou, journal d'un film. Ciné, série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Nous revenons évidemment la semaine prochaine pour de folles aventures. Je serai avec Omar Sy et le duo Toledano-Nakache. Ils reviennent 3 ans après l'énorme succès d'Intouchables. Nos autres héros, le chanteur lyrique Philippe Jarouski et le réalisateur Greg Araki. C'est pas super ça? Allez, salut. Aujourd'hui, je suis très heureuse, pas du tout. Aujourd'hui, de la musique. Non, pas de musique. Pas de musique. Vendue à des millions d'exemplaires qui raconte sa première... Chaque semaine dans le Screen Parfait et... Elle est romancière et... Oh merde, je suis con. One more time. L'envie incontrôlable. Incontrôlable. Au revoir.